Région de Medellín, en Colombie. Une unité spécialisée dans la libération d'otages, les Gaolas, vient de recevoir une information. Tout près d'ici, un homme est retenu en captivité. Les militaires ont repéré la cache, dans ce taillis, derrière les broussailles. Ne bougez plus, ne bougez plus! Sécurisez la zone! Vous êtes libre, vous êtes libre! Emmenez-le, sortez-le, sortez-le! Cet homme vient de passer 10 jours en captivité. Il a 66 ans, c'est un avocat à la retraite. C'est la police! Allez, il faut bouger! Un trou creusé à même la terre, une couverture au sol, c'était sa prison. Vous êtes libre! Nous sommes les Gaolas, la police nationale. On est là pour vous. L'homme ne pensait pas s'en sortir. Il est en état de choc. Allez, les gars, surveillez la zone! Que c'est bon, que c'est bon. Prenez de l'eau, restez calme. Vous êtes mes sauveurs, mes libérateurs. Et voilà les deux hommes qui l'ont séquestré. Deux villageois qui se sont improvisés kidnappeurs. En Colombie, l'enlèvement est un business à part entière. Ils espéraient revendre leur otage à d'autres criminels. La Colombie, au nord de l'Amérique latine, un pays grand comme 2 fois la France, pour moitié recouvert d'une jungle inextricable. Dans ces immenses forêts, depuis 40 ans, une guérilla très violente, les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie. 15 000 rebelles qui se disent marxistes et se financent par le trafic de drogue et le kidnapping. Ils détiennent à ce jour plus de 750 otages, des hommes politiques, des militaires, des policiers, mais aussi en grande majorité des anonymes. Les rançons peuvent atteindre 10 millions d'euros. Ce sont les FARC qui ont retenu en otage Ingrid Betancourt pendant 6 ans et demi, jusqu'à sa libération à l'été 2008. Ça fait longtemps qu'on espérait ça. Moi, ça fait 10 ans que j'attendais. Entourée de montagnes et de forêts, Bogota, la capitale de la Colombie, cette mégalopole de 7 millions d'habitants, vit dans la peur des kidnappings. Les Colombiens en ont assez. Pour la première fois en 2008, ils sont descendus dans la rue. Des manifestations géantes, jusqu'à 2 millions de personnes pour demander la libération de tous les otages. Ici, l'affaire Betancourt n'est qu'un enlèvement de plus parmi les milliers d'autres kidnappings. Certains cas ont traumatisé le pays, comme la séquestration de ce petit garçon de 6 ans, filmé par ses ravisseurs avec cruauté. Vous me manquez beaucoup. Je veux être avec ma maman et mon petit frère, le plus vite possible. Après 6 mois de captivité, cet enfant a finalement été libéré par la police. En 10 ans, plus de 20 000 Colombiens ont été enlevés par la guérilla ou par des criminels en tout genre. Et aujourd'hui, ils sont encore près de 4 000 en captivité dans ce pays. Derrière chaque otage, c'est une famille déchirée, depuis parfois plus de 15 ans, par de dramatiques négociations avec les ravisseurs. Nous allons vous raconter l'incroyable foire aux otages en Colombie. Jimmy est kidnappeur. Vis-à-vis de ses captifs, il n'éprouve aucune pitié. On les traite comme un animal, comme un chien. On leur jette de la nourriture et on les garde enfermés. Prise en otage, Camila a passé 3 mois dans la jungle. Un énorme traumatisme. J'ai dû faire des choses pour sauver ma vie. Parce qu'il y avait un avenir qui m'attendait dehors, pour ma famille. Vêtu de noir, Erwin Hoyos est journaliste. Quand les familles ne savent pas comment négocier avec les ravisseurs, c'est vers lui qu'elles se tournent. Il ne se déplace jamais sans ses gardes du corps. Attention, vous êtes prêts à faire face? Oui, je suis prêt. On ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Hein. Peut-être qu'on va arriver à négocier, mais ça peut aussi très mal tourner. Hein.
C'est pas important. C'est pas important. Je suis têtu. Je suis prêt à affronter la situation. Laissez-nous maintenant. En Colombie, la vie n'a pas de valeur, mais elle a un prix. Bogota, 7 h du matin. Milena Velasquez est colonel dans la police colombienne. Tu es prêt, mon fils? Dans une demi-heure, Juan, son fils de 8 ans, part à l'école. Sèche-toi les cheveux. À 38 ans, Milena a fait carrière dans la police. Ça fait 20 ans que je fais la même chose tous les jours. C'est difficile pour une femme de faire ce travail? Ouais, c'est très dur. Mais c'est important. C'est ce qui me plaît. C'est important, le plaisir avant tout. Un plaisir dangereux. Milena travaille dans un groupe d'intervention anti-enlèvement. Il y a 5 ans, son mari, policier comme elle, est mort lors d'une opération de libération d'otages. Ils protégeaient la victime au moment du paiement de la rançon. Il y a eu un échange de tirs. Vous vivez comment l'absence de votre mari? Il faut avancer. On a un soutien psychologique pour moi, pour l'enfant. Et la vie continue. Mais ce n'est pas facile. Milena n'a pas refait sa vie et Juan accuse le coup. Ça, c'est mon mari avec son fils. Et puis notre mariage. Un jour, on faisait le ménage, il a pris une photo, il l'a déchirée en deux. D'un côté lui, de l'autre son papa. Et moi, je lui ai demandé « Pourquoi tu fais ça ?» Il m'a dit « Mon papa, il n'est plus avec moi. » Ça a été très triste pour moi. Dans quelques minutes, le bus va passer pour emmener Juan à l'école. Juste le temps d'un peu de tendresse. Arrête, arrête. Milena le sait. En Colombie, les familles de militaires sont parmi les premières victimes de la guérilla qui n'hésitent pas à les prendre en otage. Salut ma vie. Je t'aime. Que Dieu et la Vierge te bénissent. Mais Milena n'a pas les moyens de s'offrir un garde du corps pour son fils. 1 heure plus tard, cette mère de famille commence sa journée de travail. Dernier réglage. Messieurs, bonjour. Le colonel Milena Velasquez dirige le principal centre de formation des groupes Gaula, des unités anti-enlèvement de l'armée colombienne. Parce qu'elle a perdu son mari en opération, Milena se considère comme des milliers de Colombiens, victimes des preneurs d'otages. Ce que je voudrais, c'est que beaucoup de gens en Colombie ne soient pas obligés de vivre ce que moi et mon fils avons vécu. Et en formant les policiers, ici, je vais éviter qu'il y ait des enlèvements et aussi que d'autres policiers subissent ce qui est arrivé à mon mari. Les Gaula, groupe d'action et de protection personnelle des individus, ce sont 800 hommes et une centaine de femmes répartis dans tout le pays. Ils viennent en permanence s'entraîner dans ce centre. Pour l'exercice, ils utilisent un mannequin qui sera l'otage qu'ils vont exfiltrer tout en le protégeant. Il n'y a jamais des mauvaises surprises? Non, non. La surprise, c'est pour les preneurs d'otages. C'est Milena qui dirige l'exercice. On est en rouge, rouge. C'est le commandant. J'ai le contrôle, j'ai le contrôle.
C'est évidemment une simulation, mais pour être au plus près de l'action, les soldats tirent à balles réelles. Les Gaola ont libéré une cinquantaine d'otages en 2007. Mais les opérations ne sont pas toujours complètement réussies et Milena le vit très mal. Quand ça marche pas, qu'est-ce que vous ressentez? C'est beaucoup de tristesse. Et ça me rend inconsolable. Autant que de bons tireurs, les hommes des groupes Gaola sont de bons marcheurs. Car lorsqu'ils partent à la recherche d'otages, c'est souvent pour une expédition de plusieurs jours, en pleine jungle, là où se cachent les kidnappeurs. En s'appuyant sur des informations données par des repentis, ils tentent de localiser les campements de fortune où sont gardés les otages. Comme pour ce groupe qui marche depuis 5 jours maintenant. Les Gaola recherchent une jeune femme de 24 ans. Près d'un point d'eau, ils découvrent un campement. Et les restes d'un repas visiblement abandonné il y a quelques instants à peine. Et puis des coups de feu. Tout près, les preneurs d'otages sont accrochés par des éclaireurs. Mais l'otage a disparu. On la cherche. La voilà. Elle a été retenue ici depuis 3 mois. Elle s'appelle Camille. Elle est terrorisée et cherche à s'enfuir de nouveau. On est de Gaola. Non, je vous crois pas. Restez où vous êtes. Bienvenue à la liberté, Camilla. Me touchez pas, me touchez pas. Mais Camilla, on est de Gaola. Vous me faites peur. Ok, mais ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je veux m'en aller, je veux m'en aller. Il y a un hélicoptère qui vient te récupérer. Il y a un hélicoptère qui arrive, avec votre père, pour partir d'ici. Je suis pas si bête pour vous croire. Tout va bien. Ici, on est en sécurité. Il faut juste attendre. Calmez-vous, calmez-vous. Et moi, je fais quoi alors? Ça fait 5 jours qu'on marche pour vous, qu'on vous cherche. Et maintenant, il faut qu'on marche jusqu'à l'hélicoptère. Et voici Camilla, 5 mois après sa libération. Je cherchais la sortie. Tout ce que je voulais, c'était une sortie. Je ne pensais qu'à une sortie et à m'enfuir. Je ne le croyais pas. Je ne savais pas avec qui j'étais. Beaucoup d'émotions. Triste. Mais de la joie et de la tristesse en même temps. Tout était mélangé. Savoir que j'ai dû vivre tout ça, cette expérience difficile, mais que maintenant ce sera du passé, que des nouvelles choses vont m'arriver, si Dieu le veut. Bienvenue à la liberté, Camilla. Aujourd'hui, Camilla vit à Bogota avec ses parents, à leur grand soulagement. Enfin, la famille est au complet. Les 4 enfants et ma petite fille. Camilla a repris sa vie habituelle, sauf qu'elle ne veut plus aller dans la maison de campagne. C'est là qu'elle a été enlevée. Sa famille se savait menacée depuis plusieurs mois. Un jour, des hommes armés ont fait irruption dans la maison. Au départ, ce n'est pas Camilla que les guérilleros voulaient emmener, mais sa mère. Alors quand ils m'ont demandé de mettre mes bottes, ma fille est apparue en pleurant. Ils m'ont demandé « C'est votre fille ?» J'ai dit non, mais elle a dit « Oui, oui, maman, j'y vais ». Camilla a dit « Maman, j'y vais à ta place ». Voilà ce qui s'est passé. Alors j'ai beaucoup souffert pendant les 3 mois de sa captivité. C'est ta mère. Tu ne peux pas la laisser partir comme ça avec 5 types. Je me suis dit non, j'y vais à sa place et il se passera ce que Dieu voudra. Il est avec moi. On verra. Camilla a retrouvé la liberté et le sourire.
Mais elle doit maintenant faire face au traumatisme de sa captivité. Ce qu'elle a accepté de nous dire à demi-mot, elle n'en a jamais parlé, pas même à ses parents. Je ne sais pas comment je vais vous dire tout ça. En fait, Camila a été abusée par ses ravisseurs. Accepter de faire des choses très intimes pour essayer de survivre, je crois que c'était le plus dur pour moi. J'ai dû faire des choses pour sauver ma vie, parce qu'il y avait un avenir qui m'attendait dehors, pour ma famille. C'est pas que j'étais d'accord. Comment peut-on être d'accord avec des choses aussi extrêmes? Les insultes, les agressions physiques et tout ça. Je l'ai fait pour moi, mais aussi parce que je ne voulais pas que ma mère subisse cela. Je ne me le serais jamais pardonné. Camila est suivie par un psychologue. Elle s'est mise à apprendre l'anglais, car sa décision est prise. Elle veut quitter son pays. Les familles traumatisées ne s'adressent pas qu'à la police pour retrouver leurs proches. Elles font également appel à un expert aussi charismatique qu'efficace. Il s'appelle Ervin Hoyos. C'est un journaliste colombien spécialiste des enlèvements. Protégé par des gardes du corps, il arrive au siège de la radio à laquelle il collabore. Tous les samedis soirs, il ouvre son micro aux familles des otages. À chaque fois, même si elle est insupportable, il faut dire la réalité de chaque cas. Ervin Hoyos a lui-même été victime d'un enlèvement. Oui, ça fait 14 ans. Oui, j'ai été otage moi-même. Aujourd'hui, je suis très connu, mais ça fait longtemps que je fais cette émission. Après avoir vécu cette captivité, Ervin a décidé de lancer une émission sur Radio Caracol, une station privée colombienne. Son émission s'appelle « Les voix de l'enlèvement ». Elle est diffusée une fois par semaine, durant toute une nuit. Bienvenue. Bon, ici, il y a tous ces contrôles qu'il faut supporter, mais c'est la norme. Son émission passe des messages que les familles d'otages adressent en direct à ceux qui sont en captivité, en espérant qu'ils les entendront. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Les invités de ce soir sont des policiers, gravement blessés en opération. Minuit et quart, bienvenue à tous nos auditeurs dans la forêt colombienne. Ici, nous sommes prêts pour vous accompagner, vous tous. Vos familles en contact avec l'émission, des messages de différentes régions du monde, maintenant à l'antenne pour que vous ayez un contact avec la liberté. Mais ce soir-là, il y a une surprise. On a un appel d'Ingrid Betancourt, une communication avec Ingrid qui est quelque part dans le monde. Mes invités vont vous saluer, Ingrid. Ingrid Betancourt a été libérée un mois plus tôt. Bonjour Ingrid, je suis le sergent Luis Alberto Nico Sanchez et je vous embrasse d'ici en Colombie. Je vous invite pour le 5 septembre. On partira de Cali vers Bogota. 500 km pour réclamer la libération de tous nos policiers, militaires et civils. C'est son premier message à tous ceux qui sont encore dans la jungle. Je l'ai ressenti comme vous. Les libérations de ceux qui m'ont précédé ont été une source immense de bonheur et en même temps de profonde souffrance. Tout ça mélangé, les deux sentiments en même temps. Alors en ce moment, je ressens la même chose, parce que je suis très heureuse de ma libération et très malheureuse que vous soyez encore là-bas. Moi, je veux que vous sachiez que ça nous fait plaisir que vous nous accompagniez. Pour tous les copains qui sont restés là-bas, dans la forêt, qu'ils aient le bonheur de vivre la liberté comme vous la vivez maintenant. Et voilà, ils sont tous là, Ingrid, à cette heure-là, dans leur fauteuil roulant. Pendant 6 ans, Ingrid Betancourt a écouté cette radio, Radio Caracol, du fond de la jungle. Mais Ervin ne se contente pas d'animer une émission. Il prend beaucoup plus de risques. Nous sommes dimanche, il est venu se détendre, toujours en présence de ses gardes du corps.
Mais ce jour-là, un homme veut voir Ervin de toute urgence. Hier soir, il a reçu un appel. Son fils a été enlevé. On lui réclame $1 million. Les ravisseurs doivent le rappeler d'un moment à l'autre. L'homme se tient à l'écart car il veut parler seul à seul avec le journaliste. Ce père désespéré ne veut pas prévenir la police. Il a besoin des conseils d'Ervin pour savoir comment réagir. Bon, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire quand ils vont vous appeler. Allez, on va dans la voiture. Ervin Hoyos a accompagné plus de 2000 familles dans ce genre de situation. Et il a une méthode pour répondre aux ravisseurs. Il se transforme alors en coach. Bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il m'a parlé avec des insultes. Des insultes? Il m'a dit, nous avons votre fils. Il nous faut $1 million. Et on vous le rend demain, là où on vous dira. Bon. Vous êtes prêt à négocier? Vous voulez dire financièrement? Vous êtes prêt à faire face? À faire face? À faire face aux conséquences. Oui. Attention, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Peut-être qu'on va arriver à négocier, mais ça peut aussi très mal tourner. C'est pas important. Je suis obstiné, je vais faire face. Bon, l'idée de cette négociation, c'est d'arriver à le sortir sans payer. Vous avez peur de quoi là en ce moment? J'ai peur qu'il fasse du mal à mon fils. C'est justement ce qu'ils vont vous dire. Le négociateur doit sentir que vous n'êtes pas brisé émotionnellement. J'ai besoin que vous vous sépariez émotionnellement de votre fils. Que vous soyez convaincu que vous êtes un négociateur. Sinon, on perd. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si je fais l'impasse sur mes sentiments, qui sont très forts, hein, vraiment très forts, si je le fais, si j'arrive à avoir confiance en vos conseils, je vais y arriver. Vous, comme négociateur, vous devez vous dire que si les choses se passent mal, vous ne devez ressentir aucune culpabilité. Il se passera ce qui se passera à partir de maintenant. Si vous pensez que vous êtes prêt à ça, je veux vous l'entendre dire. Dites-le moi. Je négocie. Et sinon, vous trouvez quelqu'un d'autre qui sera moins impliqué que vous. Non, je suis prêt à le faire. Vous êtes convaincu? Oui. Sûr? Oui. Répétez-le moi, je vais négocier. Je vais négocier. Je suis capable de négocier. C'est bon. Je vais sortir mon enfant. Bon, là maintenant, je suis le guerriero qui vous appelle pour vous demander $1 million. Vous devez me démontrer maintenant que votre fils ne vous intéresse pas. Comme ça, je serai obligé de le laisser partir. Je suis le guerriero. Jouez le jeu. Votre fils vous a fait du mal. Votre fils ne vous aime pas. Vous avez une mauvaise relation avec votre fils. J'ai besoin que vous arriviez à convaincre le guerriero que votre fils ne vous intéresse pas. Après la mise en condition, Ervin va simuler l'appel du ravisseur. Allô, monsieur? Je suis le guerriero. Ah oui, quel guerriero? Celui qui a votre fils. Et comment vous appelez-vous? Celui qui a votre fils, le commandant 40. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez très bien, $1 million. Non, vous rigolez ou quoi? 1 million et je vous donne votre fils. Non, c'est énorme ça. Bon, je vous le rends dans un sac. Demain, sous le pont de l'Enchantement. Vous faites quoi? Vous voulez le voir mort? Vous voulez le voir mort? Non, jamais. Il faut que je vous prouve que je vais le tuer? Jamais. Si vous voulez, je viens à sa place. Non, moi, vous m'intéressez pas, hein. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. C'est le fils d'une femme avec laquelle j'ai eu une relation. Oui, je l'ai reconnu, je ne le nie pas. Mais je n'ai pas les moyens financiers. Et je vais vous dire mieux, je ne me sens pas moralement responsable de lui, même si c'est mon fils, bien sûr. Ervin Hoyos va passer presque 1 heure à discuter avec cet homme.
Bon, c'est une négociation très délicate. Il faut qu'il puisse discuter avec moi. Il faut que je sorte? Oui, sortez, je suis désolé, merci. C'est son fils qui est en jeu. On attend un appel. Les ravisseurs ont appelé quelques minutes plus tard. Malgré tous les conseils d'Ervin, le fils de cet homme n'a toujours pas été libéré. Je suis crevé. Ervin le sait. Les kidnappeurs sont presque toujours de petits délinquants qui vont tenter de revendre les otages à la guérilla. Dans un premier temps, c'est avec eux qu'il faut négocier. Là, on est dans une étape intermédiaire. C'est-à-dire que le fils du monsieur a été enlevé par des petits délinquants et il est en cours de transfert vers la guérilla. Ce sont ces petits délinquants qui font les premiers appels pour tenter de négocier eux-mêmes. S'ils n'y arrivent pas, ils livrent l'otage à la guérilla. C'est l'étape suivante. Lorsqu'il négocie avec la guérilla, Ervin change de discours. Les petits délinquants trompent la guérilla en leur disant que l'otage a beaucoup d'argent, alors qu'en fait il n'en a pas. Nous, on démontre à la guérilla qu'ils se font avoir par ceux qui ont fait l'enlèvement. Des négociations qui peuvent durer des années. Ervin les mène à titre gracieux. Alors, qui sont vraiment ces kidnappeurs qui revendent des otages aux FARC? Pour le savoir, nous nous rendons à Medellín, qui fut longtemps la capitale du narcotrafic. Dans le bus, nous retrouvons Jimmy, 23 ans, qui enchaîne petit boulot sur petit boulot. Comme tous les soirs, il rentre chez lui dans les quartiers sensibles de la ville. Avec ses écouteurs, il ressemble à un jeune étudiant colombien sans histoire. Et pourtant, c'est déjà un criminel endurci qui a commencé par des braquages et s'est spécialisé dans le kidnapping. Et cela en est même devenu son activité principale. Il n'a pas voulu nous dire combien d'otages il avait livrés à la guérilla. Mais une chose est sûre, il ne plaisante pas. Si notre caméra fait fuir leur entourage, Jimmy et son complice Francisco en rouge acceptent de nous parler librement, tant leur business est devenu monnaie courante dans les banlieues colombiennes. C'est ici que je garde mon flingue. Hey, on va faire peur à notre journaliste avec autant de matos. Ça, tu vois, c'est nos rois mages. Juste avant l'interview, ils chargent leurs pistolets. Ils pratiquent l'enlèvement sur commande. Il suffit de payer. Moi, je suis toujours prêt, à n'importe quelle heure. On fait ça pour nous-mêmes, dès qu'on a besoin d'argent. Mais la plupart du temps, on fait ça quand, par exemple, on est contacté par le haut commandement des guérillas ou des groupes d'extrême droite, des paramilitaires qui nous commandent les enlèvements. Des paramilitaires? Ouais, des groupes armés. C'est des contacts qu'on trouve ici, à Medellín. Et c'est comme ça qu'on se développe. Et comme ça, on trouve de l'argent facile. C'est vraiment de l'argent facile. Nous, on est payé 2500 €, pendant qu'eux, ils touchent... Je veux pas savoir combien ils gagnent. Moi, je fais que livrer l'otage. Alors que nos autres boulots, ils nous laissent que des problèmes, des cicatrices. Les enlèvements, c'est moins risqué que les braquages. C'est quoi ces blessures? Il y a pas longtemps, j'ai reçu des balles. Je me suis battu avec un type, vraiment très dangereux. Ces trois petites choses-là, ça donne du fric. Un pistolet, un portable, un MP3. Comme ça, les gens ne se doutent de rien. J'ai l'air de m'amuser. Voilà la petite cagoule qui m'accompagne toujours. Quand je sors, je la mets toujours avant de prendre la personne. Quand tu la mets, ça fait un peu plus peur, comme ça. Plus les lunettes. Comme ça, ils ne voient pas tes yeux, ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Voilà. Là, je suis au complet, c'est facile. Je prends la voiture et je peux y aller. Ensuite, après quelques jours de repérage pour identifier le bon moment, l'otage est kidnappé, puis séquestré dans une cache préparée à l'avance. La relation avec le captif, c'est comme
comme avec un chien, une relation comme avec un animal. C'est simple, hein. Je lui jette la bouffe et je le garde enfermé. On peut le respecter s'il nous fait gagner son respect. Il y a des gens pacifiques qui comprennent, qui disent « je vais collaborer », alors on les traite mieux. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont tous les droits. On est un peu plus cool avec eux. Mais par rapport aux autres, il n'y a aucun traitement de faveur. On enlève des gens, et si la famille a de l'argent, vraiment de l'argent, et qu'ils ne coopèrent pas, alors là on torture. C'est facile de leur envoyer un doigt dans une enveloppe et leur dire de coopérer, ou sinon on leur envoie les doigts un par un. C'est très facile de leur couper. Francisco et Jimmy n'ont jamais eu d'autre vie que celle-là. Et devant notre caméra, bien à l'abri dans leur planque, ils tentent tout de même de lui donner un sens. Moi, j'ai toujours raconté la même histoire aux collègues. Si on ne lutte pas, si on n'est pas ensemble, on n'arrivera nulle part. On restera dans la misère. Nous, si on est né ici, c'est pour vivre bien. Même si ici c'est un taudis, on est tranquille. Rien ne nous manque. Personne ne vient nous voler. On a toujours de l'argent. Et les femmes ne nous manquent pas. La calle es una selva de cemento. Es una selva de cemento. Y de fieras salvajes como yo. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Partout tu risques le pire, mon ami. La vie ici, elle n'est acquise pour personne. L'entretien est terminé. Jimmy range son arme et la bénit. Bon Dieu, fais gaffe à toi, ami. Tueur, mais croyant et pratiquant. On va à une messe, là, en l'honneur d'un copain. Il a été tué il y a 8 jours. 2 coups de couteau dans le cœur. C'est en les accompagnant que nous découvrons que Jimmy est marié et père d'un petit garçon. Retour à Bogota. Nous sommes au siège de l'unité de police spécialisée dans la lutte contre les enlèvements. L'unité qui a réussi la libération d'Ingrid Betancourt. Mais il y a aussi des missions moins militaires. Nous retrouvons le colonel Milena Velázquez qui s'occupe de l'entraînement des policiers. Aujourd'hui, elle prépare une action de sensibilisation pour les parents. Il faut mener toujours ses enfants par la main, ne pas leur permettre de monter dans la voiture d'un inconnu, ne rien accepter d'un inconnu et ne jamais avoir le même itinéraire quand on va quelque part. Même pour une sortie en ville, ces hommes doivent rester sur le qui-vive. Vous allez répondre à des questions des gens, d'accord? Mais on va rester tous ensemble. On se protégera les uns les autres. Donc on reste groupés. Et les gens qui passent entre nous, on leur distribue des tracts. Des questions? Des opérations comme celle-ci sont menées chaque semaine à Bogota dans différents quartiers. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre-ville, dans une rue commerçante. Bonjour, nous sommes les groupes Gaola, les unités de lutte contre les enlèvements. Voici un savon de poche avec notre numéro de téléphone. Et n'oubliez pas, ne laissez pas vos enfants dans la rue. Les militaires cherchent à transformer chaque citoyen colombien en auxiliaire anti-kidnapping. On n'a pas assez de dénonciations. Il faut motiver les gens pour qu'ils préviennent la police en cas d'enlèvement. Vous savez, c'est le manque de courage qui fait que ce pays est comme ça. Nous sommes des lâches. La plupart des gens, ce sont des gens bien. Mais les criminels, les terroristes, ils sont très peu. Alors ils nous dominent. Mais bravo pour ce que vous faites. Milena et sa petite troupe battent le pavé dans toute la capitale colombienne, avec comme lieu de prédilection les centres commerciaux. Notre unité se rend maintenant dans les universités, les écoles, les entreprises, les syndicats, afin que tout le monde, à tous les niveaux, combatte ce fléau.
Le kidnapping est tellement présent que ce jour-là, nous mettons moins d'un quart d'heure à croiser un ex-otage. Un homme qui avait été pris pour un autre. Il en a réchappé de justesse. Celui qui devait être le chef le disait aux autres, en les insultant. « Vous vous êtes trompés !» Bien entendu, moi j'étais plaqué au sol, il me donnait des coups de pied, j'avais les vêtements déchirés. Et l'un d'eux avec un couteau qui disait « Mais pourquoi on ne le transforme pas en poupée quand même? Pourquoi on ne le tue pas ?» Cet homme est traumatisé, à l'image de toute la société colombienne. Oui, ça devient une paranoïa, parce que psychologiquement, on arrive à une situation qui est vraiment invivable. Et pour se protéger d'une telle menace, il y a les sociétés privées de sécurité. Session d'entraînement. Je peux lui faire très mal comme ça. Il va se tordre, même s'il est très grand. Sinon, avec la pointe, je lui casse une côte. Bien manipulé, une matraque, c'est une bonne arme pour une escorte. En Colombie, on compte aujourd'hui près de 500 sociétés de sécurité privée. Un marché juteux, car les familles colombiennes sont prêtes à dépenser des fortunes pour assurer leur tranquillité. Comme celle de Monsieur Diego à Bogota. Chaque matin, sa journée commence de la même manière. Il accueille son chauffeur et son garde du corps qui vont protéger sa famille toute la journée. Monsieur Diego est industriel. Sa femme, Maria, est directrice commerciale. À deux, ils gagnent 7 000 € par mois. Ils en dépensent 1 000 rien que pour leur sécurité. Faut penser à l'inscription au club de foot. Un garde du corps, cela rassure, mais cela inquiète aussi. Au début, c'est compliqué pour les embaucher. Il faut se renseigner sur eux, connaître leur famille, qui ils sont. En fait, même eux peuvent se vendre aux délinquants et enlever leur patron, celui même qu'ils sont censés protéger, et même enlever leurs enfants. Ça arrive? Oui, ça arrive, c'est courant. Le sentiment d'insécurité est si fort pour cette famille qu'avant de se quitter le matin, ils se font un signe de croix. Allez, soyez sages. Bon, vous avez vos portables? S'il y a quoi que ce soit, vous appelez. 8 heures. C'est sous haute protection que les enfants partent à l'école. Un trajet de 30 minutes vers un collège privé. Drôle d'ambiance, car il se trouve que le garde du corps n'est pas très rassuré. Lui aussi aimerait bien être protégé. Nous, comme gardes du corps, on connaît leurs habitudes. Et les kidnappeurs peuvent faire pression sur nous en menaçant nos épouses, nos fils, nos parents. Et comme ça, vous soutirez des informations sur les gens qu'on protège. Alors rien d'étonnant à ce que la maman soit elle-même un peu paranoïaque. Au revoir, maman. Merci. C'était ta maman? Oui, monsieur. Ta maman a l'habitude de téléphoner souvent? Ma maman, elle est très inquiète pour nous. Elle m'appelle plusieurs fois par jour. Et c'est souvent? Oui, tout le temps. Même quand je suis en classe. Papa est déjà parti au travail dans une voiture blindée. Maria attend le retour du garde du corps, avec un autre moyen de protection à portée de main. Vous avez une arme chez vous? Oui, il y a toujours une arme à la maison pour se protéger des délinquants. Parce que parfois, l'escorte n'est pas là, comme la nuit par exemple. Les autorités estiment qu'il y a plus de 2 millions d'armes légères en circulation aujourd'hui en Colombie.
C'est un 9 mm, un Glock. Vous savez vous en servir? Oui. Oui. Vous vous sentez capable de tirer? Oui, à partir du moment où je suis obligée de défendre ma vie, mes biens, mes enfants, je crois que oui. Maria laisse toujours son arme chez elle. Le chauffeur est revenu de l'école, il l'attend pour l'emmener à son travail. Remets le cadenas, s'il te plaît. Aujourd'hui en Colombie, paranoïa ou non, la situation d'insécurité est telle qu'elle a transformé la société. En prenant un garde du corps, Maria a même le sentiment de participer à la lutte contre la délinquance. Il faut faire en sorte que la délinquance ne prenne pas autant de place. Quand on y pense, prendre une escorte comme celle-ci, c'est lutter contre la délinquance. Ça devrait être soutenu, aidé par l'État. Parce que ce fléau, en Colombie, ça croît tous les jours. Pour éviter de s'exposer, Maria ne sort de sa voiture qu'une fois à l'abri dans un parking. Et jusqu'à son bureau, son garde du corps ne va pas la quitter d'une semelle. Il va même passer sa journée à 2 pas de sa patronne. Mais pourrait-elle se passer de lui? Ce serait terrible. J'aurais peur de tout, tout le temps. Je me sentirais perdue. Sans savoir à quel moment je pourrais être victime d'un attentat. À quel moment on se fait enlever, à quel moment on se fait voler, moi, mes enfants, mon mari. À quel moment on se retrouve en otage. Il n'y a pas que les familles aisées qui soient traumatisées par les risques d'enlèvement. Toute la classe moyenne en Colombie est touchée. Et elle ne peut pas s'offrir de garde du corps. Les drames sont légion. Il y a 8 ans, les parents d'Hector sont venus passer le week-end dans leur maison de campagne. C'est le vide absolu ici. Normalement, quand on arrivait, il y avait ma mère. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là depuis qu'un commando des FARC est entré par surprise dans cette maison et a emmené les parents d'Hector. Un voisin a bien entendu un coup de feu, il est venu voir, mais il n'y avait déjà plus personne. Depuis, la maison est presque devenue un musée. C'était en 2000. Ça, c'était le jour de l'enlèvement. Quelques jours plus tard, un guérillero des FARC appelle Hector au téléphone et demande alors une rançon de 300 000 euros. Quand il y a un enlèvement, l'otage n'est plus un être humain. Il se transforme en produit qui s'achète et qui se vend. Et pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait un vendeur et un acheteur. Mais quand l'acheteur ne trouve pas à qui acheter, alors là, cela devient très compliqué. Et c'est difficile d'arriver à un résultat. Nous, on n'a jamais eu le bon rendez-vous. C'est ce qui nous a obligés à provoquer des contacts. Et comme le synonyme de enlèvement, vous le savez bien, c'est argent, eh ben, tu tombes sur des intermédiaires sans scrupules qui profitent de toutes les circonstances. Depuis 8 ans, Hector négocie. Il ne perd pas espoir de retrouver un jour sa mère et son père. Et justement, la police l'a convoqué. Ils ont une information à lui donner. Il va enfin savoir ce que sont devenus ses parents. Des milliers de familles en Colombie sont ravagées, détruites par la disparition d'un proche. Le mari de Liliana a été enlevé il y a 6 ans.
Du temps de votre mari, vous étiez patronne? On avait notre propre entreprise, on construisait le futur de nos enfants. Mais avec le tort que nous a causé l'enlèvement, il a fallu que je devienne employée. L'ancienne vie, c'est fini. Tout est fini. Ce qui me reste, ce sont les fonds de tiroir. On est en train de repartir de zéro. Liliana ne sait pas si son mari reviendra un jour, ni même s'il est en vie. Et le plus dur, c'est d'élever ses 3 enfants toute seule. Le plus jeune, Juan Pablo, à gauche, a 7 ans. Il était encore un bébé quand son père a disparu. Parfois, il est absent. Il a un mauvais caractère. Il est brutal. Il tape sur les objets. En ce moment, cela m'inquiète. Son comportement me fait vraiment peur. Liliana a expliqué à Juan Pablo, dès qu'il a été en âge de l'entendre, ce qu'était un enlèvement. Mais il a du mal à le concevoir. Souvent, le soir, il avale son repas très vite avant de partir dans sa chambre. De son père, il ne lui reste que cette photo sur sa table de nuit. Tu sais où il est ton père? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Il te manque ton père? Liliana a versé une somme d'argent au ravisseur. Mais il aurait fallu qu'elle vende son appartement pour payer l'intégralité de la rançon. Elle ne l'a pas fait pour préserver son foyer et ne pas perturber ses enfants. Un terrible cas de conscience. Il n'est jamais revenu. Depuis 5 ans, je n'ai pas de nouvelles. Rien. Rien. Même pas une preuve de vie. Ils ont juste appelé pour dire « On a reçu l'argent, on l'a dans nos mains, attendez-le ce week-end ». Mais on n'a jamais rien su de plus. Liliana n'a plus jamais eu de contact avec les ravisseurs. Sans interlocuteur pour négocier, elle consacre désormais sa vie à ses enfants. Nous retrouvons Hector qui essayait de faire libérer ses parents depuis 8 ans. Ce matin, il a rendez-vous avec une association, Pays Libre, qui soutient les familles d'otages. Il vient d'apprendre une terrible nouvelle. Selon une information donnée à la police par des repentis des FARC, son père et sa mère sont morts. Hector a besoin des conseils d'une psychologue. Je vous en prie, entrez. Car il doit annoncer cela à sa famille qui depuis des années redoute ou refuse cette annonce. Il faut les respecter. Je respecte la réaction de chacun parce qu'on va tous en passer par là. Moi, quand je l'ai appris, j'ai refusé d'entendre la réalité. Et je suis parti marcher dans Bogota pour réfléchir. Les corps n'ont pas été retrouvés. Ce sera encore plus dur pour faire le deuil. La nuit, Bogota communie avec ses otages. Retour à Radio Caracol avec le journaliste Erwin Hoyos. Toutes les familles d'otages en Colombie viennent ici pour faire passer leur message. J'accueille Janet Melo. Elle a un message pour William Giovanni Dominguez, qui est retenu depuis le 20 janvier 2007. Bonsoir. Mon amour, tu vois que je suis de nouveau ici. Je sais que je t'ai un peu délaissé. Il faut que tu comprennes que c'est à cause du boulot. Mais il ne faut pas que tu penses que je t'oublie. Prends bien soin de toi. Peu de familles se déplacent et viennent en studio. La majorité d'entre elles passent leur message à la radio par téléphone. Recuerda esto, con Dios de mi parte. La esposa y... On attend pour être à l'antenne. On va passer un message. Y que por favor
nos hagan llegar una muestra de sobrevivencia y tengan muchas fuerzas para regresar acá con nosotros. Adiós, tío. Bien. 2h52 du matin sur Radio Caracol. C'est au tour de Liliana. L'appel suivant est de Liliana Salamanca et sa fille, Lisel Salamanca, pour monsieur Rubén Salamanca, enlevé à Bogota il y a 6 ans. Madame, bonsoir, bienvenue sur les voies de l'enlèvement. Oui, bonsoir. Un salut pour vous tous à la radio. J'en profite pour envoyer un message à mon époux. On est proche de ton anniversaire. Je veux te dire qu'on t'aime beaucoup, que tu nous manques, qu'en ce jour, tu puisses passer un moment apaisé et que tu tiennes le coup à chaque seconde, qu'il faut rester en vie parce que toute la famille l'attend avec impatience. On veut le voir vite ici et je ne veux pas qu'il oublie, ni qu'il pense qu'on l'a oublié. À la radio, voici Hector et sa sœur qui sont venus ici des dizaines et des dizaines de fois. C'est à chaque fois une épreuve. Ça fait 8 ans qu'on vient. Mais à chaque fois, ça me serre le cœur. Ce soir, ils ont une annonce à faire aux auditeurs qui ne savent pas que leurs parents sont morts. Ici, on a adressé pendant des années une demande très forte au FARC pour la libération des petits-grands-parents, Gerardo et Carmenza Angulo, pour savoir ce qui leur est arrivé. Leurs enfants sont avec nous ce soir. Malheureusement, il y a 2 mois, nous avons appris que nos parents avaient été assassinés. Pendant ces 2 mois, vous m'avez tous beaucoup manqué. Je ne savais pas comment venir ici, dire à Irvine ce qui se passait. Annoncer publiquement la mort de leurs parents, c'est un moyen pour Patricia et Hector d'accepter leur disparition, même si les corps n'ont pas été retrouvés. C'est aussi un moyen de partager leur deuil, une dernière fois, avec tous les otages et leurs familles. Et vous qui êtes là-bas, loin de vos familles, prenez soin de vous, de votre vie, que vous avez encore. C'est le plus beau don que Dieu vous ait fait. Merci Erwin, je sais qu'on peut compter sur vous. Je veux remercier les millions de Colombiens qui nous ont accompagnés, tous les anonymes en captivité, tous ceux qui ont croisé notre chemin pendant ces 8 ans. À ceux qui sont encore là-bas, qu'ils gardent la foi et l'espoir, car ce ne sont pas seulement vos familles qui vous attendent, mais les 40 millions de Colombiens. Chacun d'entre vous est représenté par une famille, et cette famille, elle aussi, est en captivité. Courage, foi, optimisme, libérons-nous tous ensemble. Hector se bat désormais pour faire bâtir à Bogota un monument funéraire en hommage à toutes les victimes disparues en Colombie, celles dont on n'a jamais retrouvé le corps. Car ce serait pour lui et pour les autres familles le seul endroit où pouvoir se recueillir.